Professeur Claude Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. Nous vous avons souhaité vous parler ce matin à la veille de la fin du mandat de Myriam Naor, la présidente de la Cour suprême, qui termine son mandat et qui va être remplacée donc à partir de demain par Esther Chayyout. Nous aurions d'abord voulu vous poser la première question, c'est de savoir est-ce que Myriam Naor, qui a été présidente, si je ne m'abuse, pendant près de 2 ans et demi, peut-être un peu plus que 2 ans et demi, à la présidente de la Cour suprême, a eu le temps de laisser une empreinte sur cette Cour suprême ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une empreinte particulière de Madame Naor, mais je crois que, vu d'un certain côté, pour elle et pour nous, les juristes, il s'agit de conserver, de continuer la position de la Cour suprême, de défendre la Cour suprême contre les attaques dont elle est encore victime, et là, je crois, c'est surtout là que, elle a tenu bon. Alors justement, c'est à propos aussi des attaques que nous aurions aimé vous parler, parce que cette Cour suprême est au cœur de la controverse, au cœur d'un débat presque incessant, et on l'a vu encore au cours des derniers jours autour de son positionnement par rapport au dossier des infiltrés, des migrants qui sont entrés en Israël illégalement. Pourquoi a-t-on cette impression que la Cour suprême, d'une certaine manière, penche systématiquement, on va dire, vers un courant de l'échiquier politique israélien, semble satisfaire un courant de l'échiquier politique israélien et fâcher l'autre courant? Pourquoi la Cour suprême, pendant, on va dire, presque 30 ans, 40 ans, est restée dans le consensus, et aujourd'hui, cette Cour est au cœur de la controverse et son éclat en éternit, bien entendu? Écoutez, je voudrais d'abord faire une remarque qui dirait ceci. Si vous examinez ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, vous voyez que dans au moins une trentaine de démocraties, il y a un conflit, il y a des tensions entre la Cour suprême et le gouvernement, c'est-à-dire soit l'exécutif, soit le politique. On le voit aux États-Unis, on le voit dans toute l'Europe centrale. Vous voyez, la Pologne, la Hongrie et bien d'autres pays. C'est normal, c'est parce que, si vous voulez, un juriste américain très connu a inventé l'expression contre-majoritaire, n'est-ce pas? La Cour suprême n'a pas à tenir compte de la majorité. Elle tient compte d'une certaine conception, évidemment de sa conception, c'est-à-dire la conception des juges, de ce qu'est le droit. Et là, il y a eu effectivement une certaine évolution en Israël. Et je dirais, c'est pas tellement de la Cour suprême, mais de la majorité qui a peu à peu abandonné, je crois, les conceptions traditionnelles, notamment sur les droits de l'homme. Et évidemment, la Cour suprême, elle s'accroche depuis, comme vous le dites, depuis assez longtemps, depuis 40, 50 ans, l'ère Shamgar, l'ère Barak. Elle s'accroche à une conception qu'elle croit être la conception juste des droits de l'homme dans une société libérale. Ne sommes-nous pas, ne voulons-nous pas être une démocratie libérale? Voilà, je crois, l'essence du débat. Voilà, c'est effectivement l'essence du débat, mais comme l'a mentionné Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, la semaine dernière, dans un discours qui a fait aussi polémique, elle a le sentiment que, d'une certaine manière, on s'est focalisé de manière obsessive presque autour du problème des droits de l'homme, de la nécessité pour cette société israélienne de respecter les droits de l'homme, en mettant de côté, on va dire, beaucoup d'autres paramètres de la société israélienne, de l'État d'Israël, qui est un État en guerre, qui est un État qui est victime du terrorisme et qui est un État qui est l'État du peuple juif. Alors comment elle a parlé de la mort du sionisme c'est-à-dire elle a dit que le sionisme était un champ mort face aux droits de l'homme. Comment concilier les deux? Est-ce que il y a absolument une contradiction entre être sioniste, nationaliste et le respect des droits de l'homme? Non, il n'y a pas nécessairement de contradiction, mais si, je ne dis pas maintenant, non pas le sionisme, mais disons de façon plus générale, le nationalisme consiste à vouloir dire « moi je passe et les miens passent avant tous les autres et les autres n'ont pas de droit »,
eh bien, ça, c'est une conception que je ne veux pas qualifier. Il y a des adjectifs là-dessus, je ne veux pas les utiliser, mais c'est une conception qui est inacceptable. Oui, mais par exemple, dans la cour, lorsque l'on parle de la Cour suprême, dans le cas des migrants, est-ce que finalement, lorsque l'on dit dans le Talmud, Aniye Irra Kodmim, les pauvres, tes pauvres à toi ont une importance prioritaire sur les pauvres des autres. C'est-à-dire que même si les migrants, on doit tout faire pour les accueillir, et là encore, il y a le statut de migrant, le statut de réfugié, c'est une autre problématique. Finalement, est-ce que il n'y a pas peut-être une focalisation de la part de la Cour suprême trop sur les droits de l'homme d'un migrant au détriment des droits de l'homme d'un citoyen israélien du sud de Tel Aviv qui voit sa vie totalement chamboulée par la présence de milliers de migrants? Écoutez, allez demander aux pauvres migrants si vraiment ils considèrent qu'ils ont des droits. Alors, je suis tout à fait d'accord avec une chose, c'est que la situation est intenable. Elle est extrêmement difficile, en particulier pour les habitants du sud de Tel Aviv. Il n'en reste pas moins que des migrants sont des hommes. Les Juifs ont connu également la situation de réfugiés, de personnes mal accueillies, il n'y a même pas si longtemps, il y a à peine 80 ans, 90 ans, et je croyais que nous devrions être au contraire les premiers à être un peu plus accueillants. Je ne crois pas que ce soit là vraiment une contradiction. Oui, même si de l'autre côté, eh bien, les migrants et tous les organismes qui les soutiennent en profitent d'une certaine manière de cette structure, de cette démocratie israélienne, puisque je veux dire, on est arrivé à une situation où il y avait 60 000 migrants israéliens, 60 000 migrants illégaux en Israël. Est-ce que la démocratie israélienne peut se permettre ce genre de situation problématique alors qu'elle-même, elle a ses propres problèmes? Non. Si on la compare avec ce qui se passe en Europe aussi, on voit qu'il y a une véritable... Oui, absolument. Il est certain que l'État d'Israël n'est pas là pour accueillir, comme on disait en France il y a quelque temps, toute la misère du monde. Voilà. Mais les migrants sont des hommes. Que voulez-vous en faire? Aucun pays n'en veut. Alors, est-ce qu'on va les mettre en prison indéfiniment? Je crois que là, il y a quelque chose à trouver. Ce que le gouvernement fait, il a tout à fait raison à l'heure actuelle, c'est de chercher une solution pour trouver des États qui les accueilleraient. Il n'y a pas beaucoup d'États, c'est-à-dire des États qui les accueilleraient en réalité sont des États africains, mais qui ne sont pas les États d'origine de ces migrants, puisque par définition ils ont fui ces pays. Donc, et il faut discuter avec eux et on ne peut pas les mettre non plus de force dans les avions pour les faire repartir. Et je crois que oui, c'est un des thèmes sur lesquels, effectivement, il y a une certaine tension autour de ce qu'est une juste conception des droits de l'homme et une conception, vous avez raison de le souligner, de la protection de la société, du caractère juif de l'État. Je ne pense pas que la Cour suprême l'ait abandonné. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est presque naturel qu'il y ait des tensions entre le pouvoir législatif et le pouvoir juridique dans un tel contexte législatif, vous savez, dans un pays où il n'y a pas de tension, eh bien, dans un pays où il n'y a pas de tension, ça veut dire que la justice est aux ordres. Et là, nous avons été tous surpris, par exemple, d'apprendre il y a 3 jours, 4 jours, que la Cour suprême du Kenya a annulé l'élection de quelqu'un qui paraissait non seulement élu, mais qui est élu depuis de nombreuses années. C'est une révolte, c'est un réveil, plus exactement, du pouvoir judiciaire. C'est ça la démocratie qui fonctionne, c'est le rôle du pouvoir judiciaire de se dresser, de dire attention, il y a des limites, vous ne pouvez pas tout faire avec la majorité. Alors, avec Myriam Naor, c'est une page qui se tourne. Esther Chayout va prendre la présidence de la Cour suprême. Est-ce qu'on peut dire que l'impact, on va dire l'influence, et là on peut parler d'empreinte du juge Aaron Barak, est en train de s'estomper aujourd'hui dans la Cour suprême, une influence qui lui a été reprochée, puisque cette polémique au cours de laquelle la Cour suprême se trouve, elle date de l'arrivée d'Aaron Barak et de sa volonté, de cet activisme juridique qu'il a instauré dans la société israélienne. Est-ce que finalement,
vous avez le sentiment que cet impact s'estompe et qu'aujourd'hui, en tout cas, entre autres, peut-être avec l'influence de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui a fait rentrer plusieurs juges qui sont plus conservateurs, on va dire, moins libéraux, ou plus conservateurs, je ne sais pas comment les définir exactement, eh bien, cette influence s'estompe, ou en tout cas se rééquilibre, et qu'on ne peut plus parler d'une Cour suprême qui est dans le même moule que celui d'Aaron Barak ou de Dorit Benish? Oui, oui, certainement. La Cour suprême se montre un peu moins activiste qu'elle ne l'a été, par exemple, en 1995, au moment de la révolution constitutionnelle. Cela est dû à deux choses. Aaron Barak, avec Shamgar, il ne faut pas l'oublier, étaient d'abord des personnages hors du commun sur le plan de leur niveau d'intégrité. Pas seulement de connaissances juridiques, oui. De compétences. Nous n'avons pas eu depuis, bien que nous ayons des juges de grande qualité, des personnalités de cette envergure. C'est la première. Et la deuxième chose, vous avez raison de souligner qu'il y a une bataille, évidemment, qui se déroule constamment. Là, il y a encore 2 postes à nommer et pour l'instant, on n'arrive pas à les nommer puisqu'il faut une majorité de 7 sur 9 à la commission de nomination. Et évidemment, oui, Madame Shaked essaie de placer des gens un peu moins, je dirais, simplement interventionnistes, mais c'est extrêmement difficile. Et en tout cas, vous avez raison de souligner, la Cour est un peu moins interventionniste qu'elle ne l'était. Qu'est-ce que vous pensez d'une Cour suprême qui pourrait être calquée sur le modèle américain dans lequel il y a des juges qui sont nommés par les démocrates, il y a des juges qui sont nommés par les républicains, et finalement, la Cour suprême est un reflet plus ou moins fidèle, on va dire, de l'ensemble de la société israélienne, et elle n'est pas sujette aux critiques ici d'une partie de la société israélienne, comme par exemple les orthodoxes qui se sentent... Je crois que c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. Et pourtant, c'est une grande démocratie, la démocratie américaine. C'est une très grande démocratie, mais c'est pas une démocratie multipartisane comme nous le sommes. Nous ne pouvons pas nous permettre un tel système. Je vous rappelle aussi le scandale qu'il y a eu, on n'en parle plus tellement, comment M. Bush a été élu, puisque la Cour suprême a ordonné l'arrêt du recomptage des voix, je ne sais pas si vous vous en rappelez, oui, bien sûr. Et à la majorité de 5 contre 4. Les 5 juges républicains ont voté pour l'arrêt et les 4 juges nommés par les démocrates pour la continuation, alors que M. Gore aurait été élu. Ah non, je trouve que c'est complètement ce serait hors de propos. Pour nous, la Cour suprême, ce n'est pas le Parlement. Même si pourtant, il y a une case dans la Cour suprême pour les juges arabes, pour les juges religieux. Oui, bien sûr, mais on les choisit. Il y a des femmes, il y a des gens de toute origine. Il faut qu'il y en ait, mais ils ne représentent pas. Ils ne représentent pas politiquement, ils ne portent pas la parole de ces milieux. Donc, comment vous voyez-vous l'avenir de la Cour suprême? Comment peut-on faire en sorte de redorer son blason dans les prochaines années? Écoutez, pour redorer le blason de la Cour, il suffit tout simplement de ne pas constamment attaquer la Cour. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Juif au cours des âges, où tout le monde lui crachait dessus. Et puis à la fin, on dit, vous êtes sale. Oui, il était sale parce qu'on lui crachait dessus. Alors à force de cracher sur la Cour suprême, on va dire, vous êtes sale. Je crois qu'il suffirait tout simplement de cesser les attaques. Non seulement, alors Madame Shaked, au moins, elle a des attaques très fortes, mais elle a un style à peu près acceptable. Oui. Ce n'est pas le cas pour de nombreux hommes politiques. Il faut respecter la Cour suprême. Eh bien, professeur Claude Klein, merci d'avoir répondu à nos questions sur cette Cour suprême à la croisée des chemins avec la fin du mandat de Myriam Naor et l'arrivée à la présidence de la Cour suprême après-demain d'Esther Chayout. Je rappelle que vous avez été doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, que vous êtes l'un des juristes les plus éminents de ce pays. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause et nous retrouvons dans quelques instants Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Eliana Gurfinkel
qui nous parlera ce matin d'une grande personnalité du monde juif d'Irak, de Babylonie, si l'on peut dire, le Ben Ishraï, une grande figure du monde juif.